Mesdames et messieurs, bonsoir. Selon un rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 3 millions de filles à travers le monde courent le risque d'être victimes de l'excision. En Côte d'Ivoire, 36,7% des femmes âgées de 15 à 49 ans, tenez-vous bien, ont déjà subi une mutilation génitale féminine avec des disparités régionales importantes, 70% dans le nord et le nord-ouest du pays et 62% dans l'ouest du pays. Cette année, c'est justement dans l'ouest de la Côte d'Ivoire que la lutte contre la journée mondiale de lutte contre les MGF a été célébrée, un fléau qui ne faiblit pas malgré tous les efforts du gouvernement ivoirien. On en parle dans votre émission, ça fait l'actualité. Partons tout de suite, sans plus attendre, découvrir ce micro-trottoir réalisé par nos différents reporters Ahmed Traoré et Lionel Yomoli avec des Ivoiriens qui se prononcent sur le MGF, les mutilations génitales féminines. Reconnues au niveau international comme une violation des droits de la personne, les mutilations génitales féminines sont une pratique qui consiste à altérer ou léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. En 2021, le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, estime que plus de 2 millions de mutilations génitales féminines supplémentaires ont été réalisées. Pour l'UNFPA, la protection de ces filles nécessite un effet considérable pour accélérer l'abandon de cette pratique néfaste qui cause souvent la mort. Les mutilations génitales féminines ont plusieurs effets néfastes, notamment le manque de désir sexuel pour la femme. Il y a aussi les séquelles d'ordre psychologique. On va parler aussi des maladies comme le tétanos, le sida, qui sont causées par l'utilisation des objets coupants. Le premier problème, il peut soulever l'affaiblissement d'abord de la partie génitale. Si c'est par exemple le sexe féminin qui fait l'objet de mutilation. Ces femmes-là qui peuvent avoir des difficultés, par exemple, à enfanter plus tard, lorsqu'elles vont désirer, bien évidemment, l'enfantement. De nombreux facteurs pour mieux comprendre cette pratique sont mis en évidence. L'accès au mariage pour les jeunes filles est un symbole en guise d'héritage. Dans d'autres sociétés, elle constitue un moyen d'empêcher la sexualité des filles ou de garantir leur chasteté. La première solution, c'est la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas compris quelque chose. Ils font croire aux gens que les mutilations, c'est d'ordre religieux, alors que c'est purement coutumier. Voilà, donc c'est ce qu'on doit faire comprendre aux gens. Et je pense qu'au niveau même de l'islam, même de la religion musulmane, il y a le COSI même qui a entrepris même des démarches de sensibilisation au niveau de nos parents sur la question. Parce qu'il faut dire que c'est un phénomène qui est beaucoup développé chez nos parents du Nord. Il faudrait sensibiliser nos parents. Aussi, il faut intensifier la pénalisation de ces actes-là. Voilà. C'est-à-dire que, ok, on a sensibilisé, c'est bien. Mais si tu ne veux pas entendre raison et qu'on a les preuves suffisantes, on va te mettre en prison. Et ces peines-là, il faut que ce soit des peines graves. L'UNFPA, en collaboration avec l'UNICEF, mène le plus important programme international visant à accélérer l'élimination de cette pratique néfaste. Le programme conjoint de lutte contre les mutilations génitales féminines. Ce programme porte actuellement sur 17 pays et soutient également des initiatives régionales et mondiales. Un reportage d'Ahmed Traoré et Diomandé Sinclair. Un sujet brûlant que nous allons aborder avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nassene Batouré, membre du gouvernement depuis le 6 avril 2021. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, Monsieur Koné. Alors, dans le cadre de la lutte contre les mutilations génitales féminines, en abrégé MGF, vous étiez à Mans, c'était le 6 février dernier, pour commémorer officiellement la journée de lutte contre ce fléau. Avant d'aller plus loin, c'est quoi aujourd'hui votre ressenti face à ce phénomène en tant que ministre, mais bien entendu, avant tout, en tant que femme, en tant que mère? Je voudrais tout d'abord vous remercier de nous donner l'opportunité dans cette rubrique de Ça fait l'actualité de parler de ce fléau qui mine le monde entier, le continent et évidemment par ricochet notre pays. Alors avant de pouvoir parler des mutilations génitales féminines, il est très important de faire l'introduction avec la violence basée sur le genre.
La violence basée sur le genre se résume à... Je suis... Votre ressenti dans un premier temps, en tant que femme, d'abord, avant tout. Alors, premièrement, la mutilation génitale féminine est une violence basée sur le genre. C'est ça. Alors, les violences basées sur le genre sont des actes classifiés en 6 types. D'accord. Qui sont le viol, premièrement, la violence sexuelle, le déni de ressources, la violence psychologique OK. et... De plusieurs types, on va dire qu'il y en a de plusieurs sortes. Mais aujourd'hui, par exemple, on a envie de comprendre ce qui justifie le choix de la ville de Mans, alors qu'elle arrive en 2e position après les régions du nord du pays. Pourquoi avoir tenu justement cette édition 2023 à Mans? Alors, la ville de Mans a été choisie du fait du taux de prévalence dans cette région de l'ouest du pays, à hauteur de 63. 20% de taux de mutilation génitale. Alors, c'est en fait l'inégalité. C'est en fait l'inégalité. Ce qu'il faut comprendre, c'est les violences basées sur le genre, de par l'excès de pouvoir, de par la discrimination d'un type de personne du fait de leur genre. Donc ça peut être tout genre, ça peut être un genre masculin ou un genre féminin, qui sont marginalisés pour une raison. Et c'est au bout de ces différentes, de la pratique de ces différents types-là que nous aboutissons sur la mutilation génitale féminine. Très bien. Voilà. Donc c'est d'abord le stéréotype. C'est une femme. Donc, elle n'a pas droit à ça. Ou c'est un homme, il n'a pas droit à ça. C'est un groupuscule de personnes, un genre classifié, où il y a des abus de pouvoir et où il y a des pratiques, de normes néfastes encouragées. Donc, c'est à la suite de toutes ces inégalités que nous assistons, au plan mondial même, je vous dirais, une pratique de la mutilation génitale féminine. Il y a... Qui prend des proportions non, pas dans notre pays uniquement, Monsieur Koné. Je voudrais vous dire que le sondage du système onusien avec l'UNICEF nous dit que de 2016 à aujourd'hui, nous avons eu 200 millions de femmes qui ont subi la mutilation génitale féminine. Et parmi ces 200 millions de femmes, nous avons 44 millions qui ont l'âge de 0 à 14 ans. Donc c'est la jeunesse qui est touchée. Qui est directement ciblée à travers ce phénomène. Exactement. Et cette mutilation génitale féminine est classifiée en 4 types de mutilation. D'accord. Alors, le premier type de mutilation qui est l'excision ou la souna. Le deuxième type, la clitérectomie, qui est celle qui est pratiquée majoritairement en Côte d'Ivoire. Et le troisième type qui est l'affabulation. Je crois que c'est l'infibulation. Et l'autre, c'est vraiment les inclassables, le 4e point. Le deuxième qui est la clitérectomie est celle qui est pratiquée en Côte d'Ivoire et elle consiste à l'ablation totale de la partie génitale de la femme. Voilà. Alors, le tableau, il est encore beaucoup plus sombre quand il s'agit surtout d'évoquer l'excision. Selon les chiffres de votre département ministériel, 36,7% de femmes en sont victimes. Vous avez défini tout à l'heure les différents types d'excision. Alors, l'excision, selon votre classification et selon vos définitions, est considérée comme une sorte de VBG. Elle est où la solution aujourd'hui face à cette pratique malsaine? Alors, la première solution face à la mutilation génitale féminine, c'est la sensibilisation, c'est la grande communication, parce que c'est un acte qui ne s'explique pas, c'est une pratique millénaire ancestrale basée sur
des causes qui ne sont pas justifiées. Il n'y a aucune cause médicale et même sur le plan traditionnel, on n'arrive pas réellement à donner la raison. Justement, quand vous dites que la pratique n'est pas justifiée, alors qu'elle se poursuit sur le plan traditionnel, ça veut dire qu'il y a forcément un justificatif de la part des personnes qui pratiquent l'excision. Alors, le seul justificatif qu'ils ont finalement, ce sont des pratiques qui se transmettent de mère en fille. D'accord. Et il y a ce pressentiment qu'il faut être une femme mutilée pour devenir une femme propre ou pour être une femme digne ou pour faire partir d'une communauté. Donc, dès le bas âge, quand vous êtes matraqué mentalement avec ce genre de réflexion, mais vous vous dites que pour que je puisse vivre dans une communauté, pour que je puisse faire partie d'une communauté, alors il faut que je passe par là, par le ciseau. Et aujourd'hui, nous sensibilisons, nous travaillons énormément avec nos partenaires sur le terrain et à l'installation des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, et aussi à l'installation de beaucoup de dialogues communautaires dans les différentes zones. Vous le faites avec le concours de vos partenaires nationaux et internationaux. Exactement. D'accord. Alors, nous poursuivons. Je rappelle que 10% des filles de moins de 14 ans sont martyrisées par l'excision. Le phénomène ne semble pas s'arrêter. On voit que la tradition tente par tous les moyens de s'exprimer. On a envie de savoir s'il y a des sanctions prévues par la loi par rapport à ce fléau. Alors, il y a des sanctions. Avant d'en arriver aux sanctions, je voudrais dire que la tradition, je voudrais dire que le tableau n'est pas aussi sombre. Nous sommes à 37%, mais de 2011 à aujourd'hui, il y a eu une réduction de 9,7% de cette pratique. Mais la difficulté que nous avons, c'est la fluidité des frontières. Vous savez très bien que nous vivons dans une communauté économique qui est l'UMOA, une communauté, la CEDEAO. La difficulté, c'est le déplacement des personnes et des biens. Donc la Côte d'Ivoire est ouverte et cette pratique étant aussi une des pratiques utilisées dans pratiquement tous ces pays de la communauté ouest-africaine. Donc les gens se déplacent et ces actions sont commises aussi sur notre territoire. Donc il faudra aussi tenir compte de ce pourcentage dans les 36,7% de taux de mutilation. Voilà. Populations qui viennent d'ailleurs. Qui viennent d'ailleurs. Exactement. Des personnes qui sont victimes de ce phénomène ici en Côte d'Ivoire. Exactement. Alors, la récidive, elle est bien là. Tout à l'heure, je parlais des sanctions prévues par la loi. Est-ce qu'il y a véritablement des sanctions prévues par la loi? Ah oui, il y a des sanctions. Il y a des sanctions. Le Code pénal, à son article 394 à 398, c'est renforcé ces dernières années depuis 2016, où celui qui commet l'acte de l'excision est condamné de 1 à 5 ans de prison. Et si l'acte de l'excision est commis par un membre du corps médical, la peine est doublée, donc elle part de 2 à 10 ans de prison. Et si il s'avère que l'une des victimes de cet acte arrivait à perdre la vie, mais ce qui est d'ailleurs le cas. Ce qui est le cas, vous êtes condamné à 20 ans de prison. Alors, et ce qui est arrivé dernièrement dans un village, c'est l'occasion pour moi, sur ce plateau, de féliciter l'un de nos champions nationaux à la matière, le doyen Djanko Koulibaly du village de Kotola, dans le département de Dabakala, qui aujourd'hui nous porte un soutien vraiment inestimable dans la lutte contre les VBG, dans toutes les campagnes que nous menons, après qu'une petite fille de 8 ans anémiée, où il avait vraiment montré le refus total de cette cérémonie, et quand cette petite a perdu la vie, alors c'est depuis ce jour, ce monsieur a pris son bâton de pèlerin et c'est l'un de nos champions qui nous aide énormément. Alors, je voudrais dire aussi qu'il y a une action majeure qui a été menée en novembre 2022 et c'était l'une des plus grandes opérations organisées sur 3 régions dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire où c'était 160 jeunes filles
qui devaient être excisées. Donc avec le concours... Et qui ont échappé à l'excision. Qui ont échappé à l'excision avec le concours des plateformes communautaires de dialogue avec de communication et le soutien bien entendu des forces de sécurité et de toutes les sensibilisations que nous avons faites. Ces filles n'ont pas été excisées et nous avons pu amorcer cette situation, discuter avec les populations, faire comprendre aux actrices de cet acte ce que la loi dit et les raisons pourquoi elles ne devraient plus pratiquer ça. Bon, pour beaucoup d'entre elles, on continue de sensibiliser. Il y en a qui sont soutenus au plan financier par des prêts pour qu'elles entreprennent des activités génératrices de revenus pour se réinsérer dans la société. Alors, mais à côté... Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est le manque de moyens financiers qui justifie finalement cette pratique au sein de nos différentes communautés en Côte d'Ivoire? Pas forcément. C'est une question de croyance et aussi d'activité. De soutien financier pour les encourager à mener certaines activités économiques. Oui, parce que dans le système communautaire, souvent, elles sont là, elles vivent dans les familles, ce sont des femmes d'un certain âge. Bon, ce sont des activités qu'elles font et pendant ces activités, bien entendu, culturellement, selon la tradition, les parents de chacune des victimes de l'excision donnent un pain, donnent quelque chose. Donc, on leur a dit, bon, peut-être que tout ça est un levier de ressources pour vous, mais nous pouvons vous aider autrement. Voilà, on pouvait vous aider autrement. Alors, elles ont dit, bon, mais puisque nous sommes nés, nous avons vu ça avec nos mamans, nos grands-mères, et ensuite, est-ce qu'on ne peut pas trouver quelque chose pour pouvoir continuer, même si on ne fait pas l'excision? Donc, elles demandent des substituts culturels, des substituts culturels traditionnels. Justement, par rapport à ces détails, on a vu que récemment, à Amman, vous avez fait don de chèques à plusieurs femmes qui étaient sur la cérémonie avec vous. Oui, exactement. Et nous avons, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines, où le gouvernement a choisi la ville de Mans cette année, nous avons pu aider, soutenir à travers les AGR 28 victimes exciseuses et victimes. Qui sont déjà des victimes. Voilà, des victimes, mais pas des victimes et des ex-exciseuses. D'accord. Voilà, que nous avons sensibilisés, qui ont décidé réellement de prendre le bâton de pèlerin, de nous rejoindre dans la sensibilisation pour que, à l'horizon 2030, cette pratique soit zéro. Ce sont aujourd'hui des franges de la population qui arrivent à se regarder en face après ce qui s'est déjà produit, ex-exciseuses et des victimes d'excision. Bien sûr, c'est à cela que nous avons assisté le lundi 6 février dernier à Mans. Vous avez les excisés et les ex-exciseuses qui ont été tous soutenus et les ex-exciseuses qui ont pris l'engagement devant tout le monde, qui sont sortis au grand jour de l'armoire et qui ont pris l'engagement d'arrêter cette pratique. Très bien. Et nous nous assurons qu'elles sont suivies et qu'elles arrivent aussi à convaincre d'autres pour que l'objectif de l'État ivoirien qui est d'avoir zéro mutilation génitale à l'horizon 2030. On va maintenant aborder le thème de l'édition 2023, établir des partenariats avec les hommes et les garçons pour transformer les normes sociales et de genre afin de mettre fin aux mutilations génitales féminines. C'est le thème que vous avez choisi cette année. En quoi est-ce que les hommes et les garçons peuvent contribuer à mettre fin au MGF? Alors, quand vous regardez la composition de notre société africaine, ivoirienne, la question de l'égalité des sexes et du genre est différente de celle des pays occidentaux. Aujourd'hui, pour arriver à une égalité des sexes et des genres, il faut un accompagnement du sexe opposé et du genre opposé. Il faut un accompagnement, c'est un combat. Est-ce que vous êtes en train de dire que les hommes ne jouent pas leur rôle? Non, non, loin de là. Je dirais plutôt que les hommes doivent être les interlocuteurs des femmes, être à l'écoute des femmes dans le cas de leurs préoccupations. Mais l'égalité ne veut pas dire, entre guillemets, l'égalité. Un homme s'arrête là, une femme s'arrête là. L'homme est le chef de famille, la femme est le chef de famille. Mais dans nos sociétés, la limite, elle se situe à quel niveau? Mais dans nos sociétés, humainement parlant, l'homme et la femme, nous sommes des êtres égaux. Mais je pense qu'à partir du moment qu'on décide
de ne pas se regarder, de regarder les deux dans la même direction, et fonder une famille, il y a toujours une tête, voilà, qui est respectée. Mais cette tête-là qui a la responsabilité de l'épanouissement de tout ce qui suit, qui est la femme et les enfants. Donc, à cet effet, pour réussir ce combat, c'est pour ça que l'établissement de ce partenariat avec les hommes et les jeunes garçons est une réalité, parce que les améliorations nettes que nous pouvons voir sur ces 11 ans, la réduction de 9,77% de la pratique, il faut dire que ce sont les hommes. Je vous parle, le premier champion national en la matière est un chef de village dans le département de Dabakala, où l'excision est pratiquée à outrance, mais qui est arrivé aujourd'hui à pacifier 70% de ce département-là. Qui a se faire entendre de la femme féminine. Alors, donc, il a fallu un homme. Et dans les différents cas que nous avons, comme les 160 jeunes filles qui ont échappé dans la région du centre en novembre 2022, ce sont les sensibilisations communautaires, le dialogue communautaire que nous expliquons aux hommes. Et que les hommes qui sentent aussi que cette excision-là, la femme a toute son intimité violée, mais ça a une répercussion sur la femme même dans son ménage. Effectivement. Voilà, parce que... Une répercussion au niveau de sa santé. Au niveau de sa santé, de la reproduction, au niveau de son amour-propre, parce qu'il y a un choc psychologique qui se vit pendant toute cette violence. Il y a une violation atroce des droits de l'homme. Alors, Madame la Ministre, en Côte d'Ivoire, les statistiques en matière de NGF montrent déjà des avancées notables. Vous l'avez dit il y a quelques minutes plus tôt. Vos chiffres nous renseignent que 6 000 cas de violences basées sur le genre ont été enregistrés en 2021. 26 cas de MGF sont signalés, soit environ 0,42%. Entre 2020 et 2021, des cas de MGF ont été pris en charge. Ils sont passés du simple au double. Est-ce que ce sont des débuts encourageants ? Moi, je pense que ce sont des débuts très encourageants. Je pense que pour arriver à nos objectifs de zéro mutilation génitale en 2030, il va falloir renforcer ce dialogue communautaire. Il va falloir renforcer ce partenariat avec les hommes et les jeunes garçons qui, ma foi, à travers les lignes, il faut dire que nous avons des lignes de signalement qui existent, le numéro 1308 et le 116, la majorité du temps, sur les 100% de cas dénoncés, je peux vous dire que plus de la moitié des 60%, c'est ce partenariat avec les jeunes hommes et les hommes qui nous informent de la tenue de ces cérémonies d'excision. Je voudrais que vous terminiez sur ce détail-là, notamment la dénonciation des lignes sur lesquelles les populations peuvent appeler pour dénoncer ces actes de MGF. Et nous allons terminer avec ça. Merci beaucoup. Je voudrais lancer un appel à nos compatriotes. Ivoiriennes, Ivoiriens, l'excision est condamnée en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un acte médical, ni un acte religieux, ni un acte traditionnel. Ça cause la mort dès que l'acte est commis par hémorragie. Elle est cause d'infertilité. Elle est cause de dépression mentale à cause du choc psychologique. Elle est aussi cause de maladies sexuellement transmissibles par l'utilisation de la même lame. Partout où ces pratiques se font, n'hésitez pas à appeler 24 heures sur 24 le numéro 1308 pour dénoncer ces faits ou le numéro 116, 24 heures sur 24 pour dénoncer ces faits. Alors, je disais que l'acte est condamné et la loi a été renforcée depuis 2016 au Code pénal en son article 394 à 398. Alors, j'ai cité tantôt les peines, mais les personnes, l'acteur de l'excision, mais les parents sont aussi arrêtés et les personnes jusqu'au 4e, c'est-à-dire toute personne qui vit dans l'environnement, tout le monde écope de la même peine de condamnation.
c'est un acte qui n'est pas reluisant, c'est une violation du corps de la femme, c'est une violation des droits de l'homme. Je voudrais lancer cet appel pour que nous nous levons pour atteindre l'objectif de l'État ivoirien qui est d'avoir 0 mutilation génitale en Côte d'Ivoire en 2030 et je sais que nous pouvons le faire. Merci Madame la Ministre. Nous dénonçons tous ces actes de violence à l'égard de la femme ivoirienne, mais surtout de la femme africaine. Merci d'avoir suivi ce numéro de Ça fait l'actualité. Nous étions avec la ministre de la Femme, de l'Enfant et Madame Nassene Batouré qui était avec nous sur ce plateau pour évoquer le bilan de la lutte contre les mutilations génitales féminines. On se retrouve bientôt sur RTI 1 pour d'autres numéros de Ça fait l'actualité.